Je vais passer donc au dernier état de situation, qui est le milieu terrestre gaspésien. C'est le milieu qui vous concerne sans doute le plus, puisqu'il est le... Je cherchais tellement ce qui se passait là. J'étais comme, qui c'est qui parle? Ok, merci. J'étais comme... J'accusais Télégaspé, excusez. Évidemment, c'est jamais nous les responsables. Alors voilà, je vais partir un peu sur la même trame que ce que vous avez déjà vu pour les îles de la Madeleine et pour ce qui est du golfe du Saint-Laurent. Donc je vais essayer de faire aussi bien, ou presque, que les présentations que vous avez eues précédemment. Pour vous faire une petite mise en contexte historique, vous le savez sans doute, mais l'exploration en Gaspésie, c'est pas une histoire récente. Ça date de la fin du 19e siècle, même de la deuxième moitié du 19e siècle. Il y a eu des premières activités d'exploration dans les années 1860. On a eu 57 puits forés en 90 ans, mais aucun forage commercialement rentable. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Actuellement, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine et au Québec, on n'en est pas encore à de l'exploitation d'hydrocarbures. On est toujours dans des différentes phases, mais c'est de l'exploration. Et l'histoire nous a dit aussi, ça n'a jamais été commercialement rentable, même pendant l'existence de la SOQUIP, la société québécoise d'initiative pétrolière, et pendant l'existence d'Hydro-Québec Gaz et Pétrole, donc pendant ces tentatives de nationalisation des ressources naturelles, il n'y a pas eu non plus d'exploitation. On a cherché à mettre en valeur le potentiel pétrolier et gazier du Québec, et notamment de la Gaspésie. Et un exemple d'exploration effectuée par la SOQUIP, c'est Galt numéro 1. Je vais vous montrer un petit peu plus précisément, vous le savez sans doute déjà, mais je vais vous montrer plus précisément où ça se situe, Galt. Et puis, depuis les années 90, la SOQUIP et Hydro-Québec Gaz et Pétrole se sont lentement dissolus. Et parallèlement, on trouve un regain d'activité, une reprise des activités, mais de ce côté-là, du côté des compagnies privées, avec 17 puits forés en 14 ans, donc de 99 à aujourd'hui. L'ensemble des permis qui appartenaient à la SOQUIP et à Hydro-Québec Gaz et Pétrole qui ont été rachetés par le privé. On parle beaucoup d'Anticosti, mais ça a été en fait le même cas dans l'ensemble du territoire. Et on a une économie mondiale, générale, de plus en plus favorable en fait aux ressources naturelles pétrolières et gazières. De 2006 à 2015, se développe la stratégie énergétique du Québec, qui a été donc adoptée en 2006, qui, pour le volet pétrolier et gazier, précisait le désir de mettre en valeur donc, ce potentiel au Québec, en répondant à des problèmes d'approvisionnement, mais aussi pour des questions de sécurité d'approvisionnement, et sans doute d'enrichissement également. Je voudrais m'arrêter aussi sur deux chiffres qui sont importants, deux échelles importantes à retenir. Le pétrole, par année, ça coûte environ 13 milliards de dollars d'importation. Ça pèse donc très lourd sur la balance commerciale du Québec, puisque le Québec n'est pas un producteur, il importe l'ensemble des ressources pétrolières qu'il consomme. Et le Québec est un grand consommateur d'hydrocarbures, puisque c'est 142 millions, ce sont les chiffres du MRN pour la deuxième moitié des années 2000, c'est 142 millions de barils consommés par année. Donc c'est une grosse empreinte écologique, en fait. Oups, je ne reviens pas en arrière, je vais aller en avant. Voici une carte que vous avez aussi dans votre pochette, c'est la carte des permis de recherche. Cette carte-là, elle a été réalisée par le ministère des Ressources naturelles. Ce que vous voyez en violet, c'est l'ensemble des permis de recherche, les petits carrés que vous voyez soulignés de noir, c'est l'ensemble des permis de recherche qui appartiennent à la compagnie Petrolia. Ce que vous voyez en beige, c'est l'ensemble des permis qui appartiennent à la compagnie Junex en Haute-Gaspésie et dans le sud de la Gaspésie, dans le coin de la région Bonaventure puis Rocher-Percé. Ce que vous voyez en gris, c'est la société Gastem, plus proche de la baie des Chaleurs, qui est présente également donc, aux îles de la Madeleine. Et ce que vous avez en jaune au nord de Bonaventure, dans les territoires de Mont-Alexandre, c'est la compagnie ABA Québec Resources Mondi Regina, qui est une compagnie ontarienne, qui est présente dans cette région, dans ce secteur-là, depuis 2009. Vous voyez que, si je reviens un petit peu en arrière, il n'y a pas beaucoup de zones qui sont, selon la loi actuelle, qui sont épargnées par ce type de découpage. Un droit minier, un permis de recherche, c'est quoi? C'est un droit minier qu'on accorde à une compagnie, une personne morale, pour effectuer de l'exploration
C'est accordé actuellement sur le système du premier arrivé, premier servi. C'est une superficie maximale de 25 000 hectares. C'est pour ça que c'est découpé en petits carrés. C'est valable 5 ans avec une somme à payer à l'hectare. Et c'est renouvelable chaque année, après cette première période de 5 ans. Pardon. Il y a une somme évidemment à verser, mais qui est quand même, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une somme de 10 cents par hectare les 5 premières années et de 50 cents supplémentaires à partir de la 6e année. Ces permis, donc je vous l'ai montré, recouvrent plus de 80% du territoire gaspésien actuellement. Et ce qui en est épargné, c'est pas grand-chose. C'est les réserves écologiques, c'est les parcs nationaux, c'est les territoires autochtones qui en sont exclus. C'est seulement ces territoires-là, selon la loi en vigueur, la loi sur les mines actuelles, qui sont, on va dire, exclus de ce type de découpage-là. Tout autre type de territoire peut donc faire l'objet d'un permis de recherche, d'un découpage en permis de recherche. Je vous remonte cette carte avec 5 petits cercles rouges pour vous préciser un petit peu où est-ce que en ce moment ça se passe, où est-ce que l'activité est la plus intense en termes d'exploration, dirons-nous. Donc le premier que je voudrais vous signaler, c'est Haldimand. On le connaît tous très bien, c'est le plus proche de nous actuellement, la compagnie Petrolia. Galt, je vous en ai parlé tout à l'heure, Galt 1 qui avait été exploré par la SOCWIP. Galt qui appartient à la compagnie Junex, le petit carré beige au milieu du violet de Petrolia. Bourke, de la compagnie Petrolia, qui a commencé l'été passé entre Murdochville et Grande Vallée. La zone de Mont-Alexandre par la compagnie Aba-Québec Resources, qui a commencé en 2009 et qui devrait, selon cette industrie, reprendre à l'été prochain. Et la compagnie Gastem dans la baie des Chaleurs avec le projet Ristigouche Sud-Est. Gastem qui avait déjà fait des activités dans le secteur de Miguacha à la fin des années 2000. Sylvain l'a expliqué avec Oldari, c'est important de bien le repréciser. Quand on parle de gisement, c'est qu'on a une réserve prouvée. C'est qu'on a un champ pétrolifère de grande importance prouvé. Actuellement, en Gaspésie, il y en a 2 de gisements. C'est Galt et Haldimand. Les autres, ce sont des bassins gaziers ou pétroliers. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore prouvé leur capacité. Et donc, on parle de bassins. Ce qui veut dire que ces bassins-là sont plus de l'ordre de l'hypothèse par rapport aux capacités techniques d'évaluer les potentiels. Mais encore une fois, ça demande des forages exploratoires et ça demande des fois plusieurs forages pour vraiment évaluer si on a la présence d'un gisement ou pas. Haldimand, donc le premier gisement dont je vous parle, c'est entre 22 et 200 millions de barils. C'est ce que l'industrie nous dit. Ce n'est pas le potentiel récupérable. 22 à 200 millions de barils, c'est l'échelle qui se trouverait sous nos pieds à Haldimand. C'est 7,7 millions de barils récupérables d'après Petrolias et Québenergie, son partenaire sur ce projet-là. C'est environ 7,7 millions de barils récupérables, soit 700 millions de dollars. Ce n'est pas 700 millions de dollars, par contre, dans la poche de la société québécoise. Galt, c'est 20 millions de barils récupérables selon l'industrie Junex. Donc c'est 1,8 milliard de dollars de retombées. Et c'est plusieurs millions de pieds cubes de gaz naturel. Les techniques d'extraction maintenant, vous avez entendu parler donc avec Marc-Olivier de la technique verticale conventionnelle, c'est-à-dire vous avez un forage, on creuse à la verticale jusqu'à aller au gisement, jusqu'à aller à la poche d'hydrocarbures qui s'est formée dans une certaine couche géologique. Donc c'est une couche géologique perméable, ça c'est la technique qu'on connaît le plus et c'est la plus ancienne dans le fond. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui l'exploration et l'exploitation pétrolière dans le monde et même gazière a connu une espèce de grande révolution? Eh bien c'est l'évolution des technologies et le forage horizontal. Le forage horizontal, notamment, ça a révolutionné l'industrie gazière et pétrolière aux États-Unis. Les États-Unis, qui sont, on le sait très bien, un grand consommateur, un grand dépendant aux énergies fossiles, devient de plus en plus, se rapproche de son indépendance énergétique au niveau du pétrole et du gaz grâce aux techniques de forage horizontaux et grâce à leur possibilité d'aller chercher donc du gaz et du pétrole dans des réserves non conventionnelles ou dans des réserves qui demandent une technologie vraiment de pointe. Quand on parle de forage horizontal,
souvent, on parle aussi de fracturation. Ce n'est pas automatique, mais le forage horizontal devient non conventionnel lorsqu'il s'agit d'aller utiliser une technique de fracturation. On parle de fracturation hydraulique, mais l'industrie et l'ingénierie en a développé beaucoup d'autres. C'est donc une technologie qui est très bien expliquée donc, dans le petit vidéo que vous avez entendu trop vite et qui a été réalisée le mois passé par le journal National Geographic. Je vous propose de le regarder parce qu'il est intéressant. Il prend l'exemple du Dakota du Nord, mais ça peut être quand même ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour bien comprendre la technologie. C'est en anglais, mais je vous propose de le diffuser. Donc là, ça vous explique qu'on est donc dans le Dakota du Nord, dans la formation de Bacon. C'est uniquement des puits horizontaux qui sont réalisés. Ça vous donne une échelle. Donc on va forer à plusieurs miles, donc à plusieurs centaines de mètres sous terre. Une fois qu'on arrive dans la couche géologique souhaitée, on dévie à l'horizontal, c'est pas forcément à angle droit. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc le forage arrive dans cette zone de potentiel. Et si la fracturation, s'il doit y avoir fracturation, eh bien on envoie en fait à très haute pression plusieurs mètres cubes, plusieurs millions de mètres cubes d'eau et de produits qui sont envoyés avec du sable pour fracturer la roche en fait, pour créer de la fracture, pour qu'elle se maintienne aussi tout le long de la partie horizontale du forage en fait. Vous voyez les petites failles en bleu. Et par effet de pression, dans le fond, le pétrole remonte à la surface. Donc on récupère le pétrole de cette manière, on va retraiter l'eau. Au Dakota du Nord, comment ça se passe? C'est que soit on crée ce qu'on appelle un disposal, c'est-à-dire un endroit pour réinjecter dans le sol les eaux usées. Et en grande partie aussi, on les retraite dans des zones spécialisées, donc réglementées. Pour vous donner un ordre d'échelle aussi, dans le Dakota du Nord, actuellement, c'est 8000 puits qui ont été forés, exploratoires et d'exploitation. Et les autorités américaines parlent d'aller jusqu'à 40 000 puits dans les prochaines années, dans la formation de Bacon, dans le Dakota du Nord. Donc ça c'est pour vous indiquer aussi un ordre d'échelle. Voilà. Évidemment, pour revenir en Gaspésie, il y a énormément de préoccupations qui sont liées à ce développement, par rapport à la technologie non conventionnelle, par rapport même à l'exploitation ou l'exploration en tant que telle, c'est-à-dire même si elle est conventionnelle et verticale ou horizontale. Les préoccupations en termes de pollution environnementale, en termes aussi social, des risques de conflit. Une préoccupation majeure en termes de qualité de vie, de la santé. Et puis il y a une question qui se pose énormément en ce moment à laquelle on n'arrive pas vraiment à avoir une réponse claire. C'est combien d'emplois? En termes économiques, c'est combien d'emplois et combien de temps ça va durer, ces activités-là pour la Gaspésie? C'est une question que l'on pose aussi, nous. La situation juridique, donc on vous a parlé de la loi sur les mines, c'est encore la loi qui régit les hydrocarbures actuellement au Québec. La loi sur les hydrocarbures, telle que promise par le gouvernement actuel, elle n'arrivera pas avant l'automne prochain. Donc c'est là encore la loi sur les mines, c'est une loi qui a été réformée il y a quand même déjà plusieurs années et qui date en fait de la fin du 19e siècle pour la plupart de ces articles et qui a préséance, comme Marc-Olivier vous l'a dit par exemple pour le schéma d'aménagement municipal et sur d'autres lois qui a préséance sur beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'on est dans la logique de ce qu'on appelait il y a quelques années encore en bon français le free mining. Dans le sens où on explore, donc on explore un petit peu où on veut, puis tant qu'on retrouve de la richesse, bien, tant mieux finalement. Donc c'est un petit peu cette logique-là qu'il y a dans la loi sur les mines actuellement, et on constate très facilement que c'est une loi qui n'est pas adaptée au contexte actuel, au contexte d'aujourd'hui, en 2013, avec les nouvelles technologies aussi qui sont développées par l'industrie, avec les nouveaux besoins en énergie, et avec aussi une volonté de protéger l'environnement, qui n'était pas forcément une volonté qui était très exprimée à la fin du 19e siècle, quand on a écrit la première loi sur les mines. Un autre article de loi qui est important, c'est l'article 22 sur la qualité de l'environnement. Les compagnies sont soumises à cet article-là.
c'est un article donc, qui est soumis au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, le MDD-EFP. Tandis que la loi sur les mines, c'est une loi plutôt propre au ministère des Ressources naturelles, disons. Vous avez deux légiférations au Québec sur la question pétrolière et gazière. Vous avez le MRN et le MDD-EFP qui, lui, a un rôle beaucoup plus de contrôle et d'évaluation en termes environnementaux. Et cet article de loi, il dit ce qu'il dit, dans le fond, qu'on ne peut pas provoquer une dégradation de l'environnement. Dans le cas contraire, dans le cas où il y aurait un risque de dégradation, de contamination, eh bien, il faut que le ministère de Développement durable de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, donc ce fameux ministère-là, mène une enquête et délivre un certificat d'autorisation préalablement demandé par l'industrie, par exemple. Ce qui veut dire que c'est un permis qui est obligatoire. C'est une autorisation, pardon. C'est un certificat d'autorisation, pas un permis, mais un certificat d'autorisation qui est obligatoire actuellement et qui s'accole à la loi, aux différentes lois en vigueur. On vous en a parlé aussi aux îles de la Madeleine, l'eau potable. Vous savez évidemment que Gaspé a adopté en janvier dernier un règlement pour protéger l'eau potable. C'est un règlement qui a été produit pour la première fois, qui a été créé pour la première fois à Saint-Bonaventure, qui est une municipalité dans le centre du Québec. Saint-Bonaventure, qui est une municipalité donc, qui connaît, elle, plutôt la réalité des gaz de schiste. Et plusieurs avocats, avec les autorités municipales de cet endroit-là, ont décidé de monter un règlement municipal dans le cadre aussi des capacités de la loi sur les pouvoirs municipaux, une loi pour protéger l'eau potable en prenant pour appui le principe de précaution. C'est-à-dire que c'est le principe de précaution qui a dirigé ce règlement municipal-là en disant on n'a pas un encadrement suffisant, on va prendre par nos propres moyens. Et c'est ce règlement qui a été adopté avec certaines adaptations à Gaspé, premièrement à Restigouche, à Percé, Bonaventure, Caplan, Saint-Siméon, Matapédia et aussi évidemment aux îles de la Madeleine. Et le gouvernement du Québec a promis que, étant donné cette situation, eh bien, il y aurait un règlement provincial sur l'eau potable et sur les distances séparatrices entre des activités d'exploration, d'exploitation gazière ou pétrolière ou même minière et des zones d'approvisionnement en eau potable. Donc, qui annulerait par voie de conséquence les règlements municipaux, mais qui donnerait une réglementation uniforme à tout le Québec. Le gouvernement, donc, y travaille actuellement. Et pour terminer, on parlait d'évaluation environnementale stratégique dans le golfe du Saint-Laurent. Vous le savez sans doute, il n'y a pas d'évaluation environnementale stratégique pour la Gaspésie. Il y a de l'activité, mais il n'y a pas d'évaluation environnementale actuellement en cours. C'est une situation qui est un petit peu comparable à Anticosti. Il y a une évaluation environnementale sur le gaz de schiste, mais il n'y a pas vraiment d'évaluation environnementale sur le pétrole de schiste. Donc, Anticosti ne fait pas l'objet d'évaluation environnementale et la Gaspésie, dans sa particularité, ne fait pas l'objet non plus d'évaluation environnementale. Il manque en fait un encadrement qui permettrait donc d'améliorer les connaissances à ce niveau-là, puisque c'est non seulement une étude qui cherche à donner des recommandations, mais surtout à avoir un portrait d'ensemble de la situation sur une question d'exploitation ou d'exploration. C'est ce que j'ai à vous dire au niveau de la Gaspésie. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions de clarification. Vous vous rendez compte pourquoi on vous a mis les présentations pour que vous puissiez les reprendre chez vous? Parce que si vous arrivez à tout retenir, vous êtes fort, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on partage avec vous ce soir. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. Relevez la main pour que je puisse voir un petit peu. D'accord. Je vais commencer par les personnes qui ne sont pas encore exprimées ce soir, et puis on reviendra à celles qui se sont déjà exprimées. Pardon, j'oserais en poser une qui fait suite à votre dernier mot. C'est beau d'avoir les présentations, mais il y a des éléments d'information qui font appel aux couleurs, et c'est sûr qu'on ne partira pas avec les couleurs. Là. Je sais pas si ce serait possible d'avoir ces mêmes présentations-là, mais par voie électronique. Oui, ça va être mis sur le site web des forums sur les hydrocarbures. Merci. Oui, Laurent Junot, citoyen de Gaspé, et je protège le golfe Saint-Laurent depuis le début des années 2000. Je fais référence à la loi des mines, justement, l'article 22, etc. Là.
qui date de 1880, soit dit en passant, n'est-ce pas? C'est vraiment merveilleux. Et où on dit « nul ne peut », etc., etc. C'est la loi sur la qualité de l'environnement, oui. cet article-là. Ah ouais, d'accord. Disons cette loi-là, d'abord, sur l'environnement, d'abord, qui dit que nul ne peut affecter l'environnement, mais on parle d'exploitation. Et nulle part dans cette loi-là, on ne voit le mot « exploration ». Or, on sait que l'exploration pétrolière, c'est une des phases les plus dangereuses qu'il n'y a pas. Monsieur Sylvain en parlait tantôt. Et je me dis, ça, c'est une phase qui est très mal encadrée actuellement par le gouvernement du Québec. Alors, pouvez-vous m'éclaircir là-dessus, s'il vous plaît? Oui, Sylvain? J'espère que ça... Oui, c'est bon. Ça fonctionne? Bon, OK. Juste apporter une précision au niveau de la loi québécoise d'environnement, le fameux article 22. Tous les forages au Québec, tous les forages pétroliers, peu importe gaziers ou pétroliers, on ne sait pas d'avance, mais tous les forages, que ce soit exploratoires ou de production, sont exclus de l'application de l'article 22, donc ne nécessite pas de certificat d'autorisation. Ça, c'est important de le mentionner. Il y a un nouveau règlement qui a été passé, je crois, il y a à peu près 1 an, qui oblige maintenant les forages qui vont traverser une couche de shale ou de schiste d'obtenir un certificat d'autorisation. Ça, c'est tout nouveau. Et qui oblige la fracturation hydraulique à obtenir un certificat d'autorisation. Mais c'est les 2 seuls cas où un certificat d'autorisation est requis pour un forage. Il faut vraiment mettre ça clair. Et ça n'a jamais été appliqué encore. On va voir avec Anticosti et ailleurs si cet article-là va être appliqué. Oui, François Guay. On a vu dans la présentation sur les îles de la Madeleine qu'avant de forer pour du gaz conventionnel, ils avaient fait des études au niveau des liens entre les eaux souterraines et les puits et la consommation d'eau potable. J'ai pas vu de carte de la sorte dans votre présentation par rapport à la situation sur la péninsule. J'aimerais savoir si les données hydrogéologiques, à savoir est-ce que les nappes phréatiques seraient en superposition avec les forages pétroliers projetés par Petrolia et Junex. Mais ce qu'on a dit hier soir, c'est que, et c'est important de le rappeler, on a une mauvaise connaissance du portrait hydrogéologique du Québec, de la Gaspésie actuellement. Et que c'est difficile de répondre dans l'état actuel à cette question. C'est un manque de connaissances à ce niveau-là qu'on a. Oui. Ce qu'on a reconnu aussi hier, vous n'étiez pas là donc c'est normal, enfin certains étaient là, c'est qu'il y a parfois des lacunes aussi et qu'il y a des choses qu'on doit aller rechercher, des informations qu'on doit aller rechercher ou qu'on connaît moins bien. Ça aussi. Et donc ça veut dire que soit le présentateur peut répondre, soit le groupe qui se trouve aux tables, mais parfois on a vu aussi qu'il y a des personnes dans la salle qui ont effectivement des réponses aux questions qui sont posées. Okay? Alors je vais en prendre 2, et puis après ça on va continuer. Si vous me permettez, monsieur l'animateur, juste pour expliquer que le contexte des îles de la Madeleine était particulier dans la mesure où depuis les années 70, il y a des études hydrogéologiques qui sont menées parce que la nappe phréatique est vulnérable, elle est toute petite aussi, puis elle peut être contaminée, comme Marco le disait, par l'eau salée qui remonte. Et c'est dans cette perspective-là qu'on avait déjà une très bonne, une très fine connaissance de la nappe phréatique. Et sur la base de ces connaissances-là, un rapport a été produit spécifiquement dans la zone visée par Gastem. Et donc, c'est ça le contexte, mais je voulais juste mentionner que ce n'était pas une exigence gouvernementale, mais c'est plutôt la municipalité en discussion avec Gastem qui a dit avant toute chose, vous devrez vous référer à nos hydrogéologues, et c'est la raison pour laquelle l'étude a été produite. Merci. Alors ici. Oui, bonsoir, merci d'écouter ma question. Quand on manque de la fracturation, on a toujours l'impression qu'elle reste dans la strate géologique. Est-ce que c'est le cas ou c'est pas le cas? C'est-à-dire, à partir du moment qu'on casse, est-ce qu'on reste dans une strate où la fissure, elle part comme quand on taille de la pierre, un peu n'importe comment, puis après, on se débrouille avec le morceau qu'on a? J'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus, merci.
Quand on arrive, qu'on fait de la fracturation hydraulique, on a ce qu'on appelle le microsismique. Quand les fractures se font dans la terre, on a des géophones qui sont en surface. Puis par réflexion, on sait exactement où chacune des fractures se produisent avec une résolution d'environ 15 cm à 2 km de profond. Parce qu'à toutes les fois que tu as une fracture qui se produit dans le sol, ça fait un pop, pop, pop. Puis c'est cette façon-là qu'on sait exactement. Puis les couches rocheuses sont assez bien définies. Il y a des fractures, puis ce qu'on trouve ici en Gaspésie, c'est des fractures naturelles. Hein. La quasi-totalité, parce que c'est une vieille formation rocheuse, les anticlines ont été fracturés au cours des millions d'années. Puis c'est pas ce qu'on trouve dans les basses terres du Saint-Laurent. C'est pour ça, quand on arrive dans le gaz de schiste, c'est différent. Mais sur la Gaspésie, ici, on arrive beaucoup plus dans le conventionnel. La quasi-totalité est fracturée de la Gaspésie. Oui, avec les pressions, on va exactement dans notre formation à l'endroit où on veut faire notre puis on bouche en avant et en arrière. Pour faire de la fracturation hydraulique, c'est pas quelque chose qui, à base, on parle environ entre 10 et 15 000 livres de pression au pouce. Parce qu'à cette profondeur-là, la pesanteur du sol est tellement élevée qu'on a besoin de ça. C'est la raison aussi pourquoi ils ont utilisé du sable dans le mélange de fracturation, parce que si on arriverait seulement avec de l'eau, les fractures se referment et redeviennent étanches automatiquement. Merci. Jean-François, vous aviez aussi un élément? En fait, vous pourrez me préciser aussi, mais moi, des quelques recherches que j'ai pu, les quelques réponses que j'ai pu avoir dans mes recherches, c'était qu'il y avait généralement 2 produits qui étaient utilisés pour faire la fracturation. Donc le sable, et je pense que c'est la compagnie Schlumberger, en fait, qui l'a développé. Ils vont aussi injecter des billes, des petites billes à l'intérieur du puits qui vont servir le sable comme ces billes-là. Leur job, en fait, c'est d'ouvrir, c'est de garder les fractures ouvertes, comme vous l'expliquez, pour que le pétrole puisse circuler par la suite. Le sable aurait plus tendance à se dissoudre avec le temps à l'intérieur de la fracture, parce qu'évidemment, la roche bouge avec les années, et donc le sable aurait plus tendance à se dissoudre et à faire en sorte que la fracture se referme comme telle, alors que l'utilisation des billes présente pas la même réponse au bout des années. Et là, on s'entend qu'on n'est pas dans des décennies d'utilisation de cette méthode-là, là. Mais donc les billes de plastique auraient plus tendance à garder les fractures ouvertes. Puis ça peut amener la précision. Merci. Une toute dernière. Daniel Rioux, je suis résident d'Alderman. Lorsque vous avez parlé de la fracturation, vous avez dit que les compagnies avaient développé d'autres techniques, mais vous n'avez pas nommé aucune. Parce qu'on entend des fois fracturation, stimulation, injection, puis on n'a pas vraiment défini c'est quoi de la fracturation. Parce qu'ici, vous l'énoncez, là, vous dites « et d'autres ». Et tout de suite après, vous avez parlé d'un forage, l'eau était utilisée puis a été réinjectée dans le puits vertical, c'est bien ça que vous avez dit? Parce que c'est tout là qui est le problème quand on parle de l'eau. Ça serait très important que ça soit éclairci, ce domaine-là, parce que l'eau qui est utilisée en fracturation, c'est pas de l'eau qui est bien, bien potable après. Merci. Bon, je vais juste apporter une précision dans mon discours. C'est que quand je parlais de diverses technologies, c'est pas juste la fracturation hydraulique. C'est qu'il y a de la fracturation aussi avec d'autres types de fluides. Le pétrole, certains produits chimiques, par exemple. Vous avez donné plusieurs noms. Vous avez parlé d'injection, vous avez parlé de stimulation. C'est, par exemple, ce qu'on appelle l'injectivité en géologie, le test d'injectivité. C'est, on a une personne qui pourra aussi appuyer mon propos, ou d'autres, vous pourrez aussi appuyer mon propos, mais en apporter des compléments. L'injectivité, dans le fond, c'est quand on injecte, effectivement, on envoie dans le puits une certaine quantité de produits, de pétrole, d'eau, ou quoi que ce soit, selon le type de roche, mais on ne crée pas de fracture. La fracturation, c'est une pression énorme pour casser la matière, pour aller chercher des hydrocarbures qui ne sont pas présents dans une poche conventionnelle, mais qui sont présents un peu partout dans les failles géologiques. Ils sont un peu partout dans cette strate géologique-là. Donc, ce n'est pas un forage vertical qui va pouvoir aller les chercher. Et quand on fait un test d'injectivité, on fait en fait juste tester la pression et les failles naturelles de la roche.
sans en créer d'autres. La fracturation, par contre, elle a pour but d'en créer. Et pour terminer, le schéma du Dakota que je vous ai montré, c'est d'une vidéo aussi, entre parenthèses, que vous retrouvez sur le site web qui s'appelle What is Fracking? Et ce qui se fait au Dakota, c'est qu'il y a 2 techniques de retraitement des eaux. Soit on le renvoie en creusant un trou à côté du forage dans le sol, soit on l'envoie, la majeure partie du temps, on l'envoie par camion, par camion-citerne, vers un site de retraitement. C'est une stimulation d'un puits, c'est tout procédé qui peut être utilisé pour augmenter le débit d'un puits. Exemple, je vais aller à l'extérieur du pétrole et du gaz. On a un puits à eau. OK? Puis les gens qui ont des puits vont comprendre ça. Ça arrive que ton puits commence à produire moins. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton puits à eau? Bien là, tu peux appeler des puisotiers qui vont venir, qui vont mettre une pression sur ton puits pour dégager ta crépine, puis créer des nouvelles petites failles qui vont permettre à ton eau de revenir. Ils ont stimulé votre puits à eau en faisant ça. Est-ce que c'est clarifié?